Alors le premier temps fort de cette big interview, c'est votre histoire et votre histoire récente, elle, qui s'écrit avec vos salariés, qui sont aujourd'hui, je crois, les principaux actionnaires de GA Smart Building. Ça fait résolument partie de votre ADN, de votre différence. Pourquoi et comment vous avez réussi à opter pour cet actionnariat ? Alors on a choisi en fait de poursuivre une trajectoire que le groupe avait déjà pris avec la conviction que le premier atout d'une entreprise, c'est ses hommes et ses femmes, au-delà d'outils industriels ou autres. Donc l'histoire de l'actionnariat salarié a commencé dans les années 2000, où un actionnaire heureux de l'opération qui venait de réaliser a donné accès à quelques salariés au capital à des conditions préférentielles intéressantes. Et puis progressivement, le principe de l'actionnariat salarié s'est installé dans le groupe et a grandi de 5 à 20 à 40% au profit d'opérations. Et puis en 2017, effectivement, on a fait une opération avec la conviction que c'était un atout fort dans l'entreprise. On a voulu renforcer cet actionnariat salarié. On a proposé aux salariés de rentrer au capital dans des conditions qu'ils connaissaient déjà un peu, mais qu'on a réaffirmées. Des conditions d'égalité entre tous. Tout le monde a accès au capital, tout le monde achète et vend ses actions au même prix. Il n'y a pas de stock option, il n'y a pas d'action gratuite. C'est quelque chose de très transparent, très clair. Et ça va de l'ouvrier en passant par les assistantes, au chef de chantier, jusqu'aux dirigeants, jusqu'au cadre dirigeant. Et donc tout le monde a eu accès. On a eu une large réponse, une sursouscription. On visait de prendre la majorité du capital. Les salariés détiennent aujourd'hui 60% du capital. Donc c'était une belle opération, effectivement. Et c'était votre objectif au début. Alors une entreprise qui appartient à ses managers, en pratique, c'est quoi comme impact pour l'entreprise en termes de stratégie, de gouvernance, mais aussi de culture d'entreprise? Ça donne quoi? C'est une force, c'est aussi un challenge. C'était pour nous la capacité de prendre notre destin en main, en fait, choisir aussi de prendre des lignes de stratégie à long terme, d'avoir une ligne, mais qu'il faut aussi partager avec nos salariés. Et donc, on a à la fois, ça permet de créer de la motivation dans la durée, de l'engagement. Les gens savent pourquoi ils viennent travailler, ils viennent un peu pour eux aussi, en plus de leur salaire, et puis s'embarquer dans une aventure. Mais ça revient aussi, c'est aussi un challenge parce qu'il faut savoir expliquer où on va, être transparent, communiquer régulièrement. Mais en tout cas, ça crée de l'adhésion et c'est vraiment une force d'un groupe comme le nôtre. Ouais. Peut-être un peu de temps maintenant, on va prendre un peu de temps pour parler de vos métiers et nos marchés. GA Smart Building, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un constructeur hors site, c'est un promoteur de bureaux, c'est un promoteur de logements depuis peu. Vous êtes un acteur atypique et engagé de l'immobilier et de la construction avec un passé glorieux, 150 ans d'existence et une approche constructive différente, clairement, ici, mais aussi ailleurs dans l'immobilier. On a tous besoin d'un peu de pédagogie et de connaissances sur la construction hors site. Éclairez-nous un peu sur ce sujet de fond. Ouais, alors pour répondre déjà effectivement à ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, c'est effectivement une bête un peu hybride en termes de métiers. C'est une mosaïque de métiers avec à la fois des gens qui font de la conception d'immeubles, des designers, de l'ingénierie, un volet industriel qui consiste, qui concentre effectivement le savoir-faire autour du hors-site, une entreprise, un promoteur, un property manager, donc vraiment une multitude de métiers. On travaille aussi avec beaucoup d'acteurs du secteur. Notre objectif, c'est de délivrer un immobilier durable, un immobilier désirable, un immobilier qui est aujourd'hui ce qui est attendu par nos clients. Et peu importe finalement la manière dont on y arrive, est-ce qu'on est plus promoteur que constructeur, peu importe, on essaye d'actionner tous les leviers pour arriver au meilleur produit. Alors sur la construction hors site, c'est mon combat aujourd'hui, la construction hors site, notamment mon combat, c'est la certitude que notre industrie, elle a plein de leviers à actionner pour être plus efficiente, plus performante, plus intéressante également. Et l'acte de construire le bâtiment, c'est un secteur qui appelle de nombreuses évolutions. Je l'ai dit de maintes fois, qui n'a pas beaucoup évolué sur les 50 dernières années. Et, on a des gisements immenses qui nous tendent les bras. Et donc cette transformation, c'est le futur de la construction, j'en suis persuadé. Pourquoi c'est le futur de la construction? C'est quoi les avantages concurrentiels de la construction? Les bénéfices sont nombreux. Donc réduction de la matière consommée, réduction des déchets, amélioration du bilan carbone, réduction des nuisances, drastique réduction des délais sur site. Amélioration des conditions de travail. Combien c'est quoi la réduction des délais sur le délai, en fait, ça dépend un peu des opérations. En moyenne, on peut gagner 30 à 50% sur le délai de réalisation d'une opération.
On a réalisé récemment à Monaco 2000 m² de bureaux en 3 semaines. Donc il y a effectivement des gisements qui doivent contribuer à la capacité qu'a l'acte de construire de convaincre. Aujourd'hui, à mon avis, c'est un des enjeux principaux de notre filière. Convaincre que c'est possible de construire et de contribuer positivement à la construction de notre société. Et ben, je pense que du côté du bâtiment, il y a beaucoup de choses à faire et que cette construction en site, c'est une des solutions. Solutions utilisées, pas assez utilisées, sous-utilisées. Alors, il y a des progrès? Ouais, alors en France, très peu utilisé globalement, avec du coup un gisement et c'est une opportunité gigantesque, mais à travers le monde, beaucoup d'initiatives qui se développent, hein, si on va loin ou pas loin, hein, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, à Singapour, en Allemagne, il y a des industriels qui se structurent, une filière qui est en train de naître. Peut-être deux questions complémentaires sur la construction hors site. Un, c'est le prix, le rapport qualité-prix, l'équation économique, comment on la présente, comment on l'aperçoit quand on est un investisseur. Et puis, deuxièmement, les architectes, c'est quoi le feedback, comment ils utilisent? Alors, je commence par le deuxième point, le feedback, et toutes nos expériences avec les architectes sont réussies. Et c'était un peu mon appréhension quand je suis arrivé chez GA, hein, de voir comment ça allait se passer d'un point de vue architectural. À chaque fois, les architectes aiment l'expérience. Ils doivent prendre connaissance de la manière dont ça se fait. On leur donne des clés sur comment bien concevoir pour actionner les leviers du hors-site. On les fait visiter les usines. Et là, il y a un déclic à ce moment-là. Mais à chaque fois, ils sont enthousiasmés par le challenge de bien faire. Et on n'a pas de difficulté à intégrer l'architecture dans un modèle de construction hors site. Et le feedback après coup est toujours très bon. Et en plus, ils viennent enrichir nos modèles constructifs. Ils ont tous l'envie de venir nous faire encore franchir une étape. Et donc, bon, ça se passe sans difficulté d'un point de vue architectural. D'un point de vue du prix, en fait, c'est un des challenges. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, le modèle hors site s'est pas développé de manière importante. C'est que pour que ce soit efficient, performant en termes de coûts, et on a besoin de ça, on a besoin de transformer notre manière de travailler et de démarrer avec ce mindset autour de l'industrialisation dès le début du projet. Et aujourd'hui, la fragmentation de nos métiers, le fait que chacun tire de son côté sans vraiment se préoccuper des intérêts des autres, fait qu'à ce stade, on n'a pas beaucoup progressé sur la diffusion de l'industrie. Mais je suis très optimiste parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, la perception que c'est une solution possible, et donc il y a plein d'acteurs qui se mobilisent pour comprendre comment ça fonctionne et voir comment s'intégrer dans un modèle de ce type. Sébastien, en 2018, vous rachetez Auxabois auprès d'un major de la construction. Vous aviez déjà une conviction, une religion sur ce bois, sur ce matériau. Et aujourd'hui, quelle place cela prend-il dans votre offre, dans l'ensemble de votre offre? Alors en 2018, je n'avais pas vraiment de conviction autour du bois. Par contre, grâce au débat qui s'est lancé sur la raison d'être, j'ai moi eu des convictions à titre personnel qu'il fallait faire bouger les lignes, et notamment en termes d'empreinte de notre secteur. Et qu'avec notre profil un peu atypique, on pouvait être un leader dans ce domaine. Et donc, on a cherché des solutions pour réduire rapidement l'empreinte carbone de construction. On ne les a pas trop trouvées, en tout cas dans un délai court, sur l'industrie du béton, qui nous disait que ça prendrait du temps. Et donc, quand l'opportunité d'intégrer un constructeur bois s'est présentée, on a saisi. Nous apporter plusieurs choses. Effectivement, ce volet autour de l'empreinte carbone. Et donc, aujourd'hui, on ne construit pas que en bois, on construit sur une mixité de matériaux, et le meilleur matériau au meilleur endroit. Et donc, nos constructions sont composées de béton bas carbone, de bois, d'acier également. Et on a essayé de trouver le meilleur mix, et il est propre à chaque opération. Hein, c'est du sur-mesure qu'on fait. Donc le premier sujet, c'était d'alléger notre empreinte carbone, ensuite d'accélérer sur la construction hors site, puisque Auxabois est aussi un constructeur modulaire, ce qui nous permet de franchir une étape sur l'intégration des travaux en usine. Et puis le troisième point, c'était aussi d'accélérer notre diversification en termes de marché et d'aller sur le résidentiel. On était un acteur spécialisé dans l'immobilier d'entreprise, hein, le bureau et les locaux d'activité ou de logistique. Et la conviction que le modèle de la construction de la ville tendait vers de la mixité. Il nous fallait adresser également les autres marchés. Le résidentiel commençait, on a aussi arrivé à un momentum de maturité par rapport à la construction hors site, et on a décidé d'aller sur le logement.
L'année dernière. L'année dernière. Ouais, vous avez lancé une activité, mais aussi une marque. Oui. Rouge Bagéa. C'est quoi le premier bilan et on peut dire les points qui ont marché et ceux qui des points d'attention, les points à améliorer, ou ce qui n'a pas marché. Alors, donc, je reviens juste sur le cheminement. Hein. On a d'abord intégré Auxabois comme un constructeur pour être certain de savoir construire du logement et du coup baser notre activité de promoteur sur une activité hors site comme le reste de nos activités. Et effectivement, donc pour nous, c'est un peu, enfin pour moi en tout cas, c'est une découverte. Hein. J'ai jusque-là pas travaillé dans le logement. Je trouve ça hyper enthousiasmant. On a effectivement fait le choix de développer une marque et quand on a travaillé sur la marque, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de marques en tant que telles pour vendre du logement, alors que c'est un produit quelque part qui mérite une attractivité, une désirabilité auprès des gens qui peuvent y investir. Et donc on a choisi de faire ce développement. Aujourd'hui, on a un très bon retour. Alors pas de vente de logement alors qu'il est, puisque bon, le chemin est long. Hein. Il faut trouver les opportunités, déposer un permis, enfin convaincre les élus, déposer un permis. Et ensuite, on arrive seulement à la phase de commercialisation. Donc nos premières opérations vont démarrer à la fin de l'année. Mais en tout cas, l'accueil est hyper bon dans un marché qui peut sembler un peu saturé. En fait, il y a beaucoup de promoteurs, mais finalement, quand on propose une solution différenciante, quand on vient pousser des bénéfices, pousser une offre qui vient changer un peu la donne, on a de l'écoute. Et donc aujourd'hui, on a de l'écoute dans pas mal de collectivités, on trouve des partenaires, on avance vite. Donc ça va bien se passer. Et alors, si on prend un angle plus financier, c'est réducteur de dire qu'on n'est pas inquiet quand on est dans le marché du neuf et qu'on n'a pas beaucoup de foncier, et que peut-être si on est dans le marché de l'ancien et qu'on a beaucoup de capitaux exposés, on est plus inquiet. Est-ce que c'est une vision différente du cycle ou vous le regardez d'un autre endroit? Ouais, probablement. Je pense qu'on a là des perspectives et des sentiments et des expériences qui sont très différentes selon nos métiers, de nos expositions. Moi, je trouve que la période actuelle, on a parlé d'immobilisme, d'attentisme, c'est exactement ça qu'il faut pas faire. Ok, le marché se grippe un peu, il a besoin de retrouver son équation économique, on est sur des marchés qui sont hyper financiarisés, donc dès qu'il y a une virgule qui bouge, on tremble un peu. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se réinventer, c'est à ce moment-là qu'il faut bouger, être agile, aller de l'avant. Comment justement vous vous préparez à ce nouveau cycle qui vient et qui est marqué par cette triple crise à la fois conjoncturelle, climatique et sociétale? Désolé d'être un peu pessimiste, mais tu me connais. Oui, c'est ça, triple crise. On est complet là? Ouais, ok. Ouais, moi je vois des opportunités en fait plus que des crises. Hein. 100% d'accord. Une crise c'est une opportunité. Donc la transition écologique, opportunité de se réinventer, c'est des opportunités pour les entreprises. On est des entrepreneurs, on n'est pas des. C'est pas notre métier de dire à l'État il faut vous nous aidiez parce que ça va pas bien. Notre métier, c'est de trouver des solutions. C'est à nous de bouger. C'est à nous dans cette salle de trouver les solutions qui vont avec ça. Donc comment on fait? Il faut être agile. Je pense qu'il faut conjuguer, et il y en a beaucoup dans la salle qui le font très bien, hein, de conjuguer une vision à long terme, des convictions et une capacité à pivoter, à changer, à embarquer les équipes. Et c'est probablement aussi ça la clé, hein, trouver comment mobiliser les énergies dans l'entreprise. Le dirigeant, il a un rôle, mais il a aussi beaucoup de relais dans l'entreprise et c'est eux qui font la dynamique. Donc capital, il y a toute l'équation économique, mais il y a toute l'équation humaine dans nos jobs. Embarquer, montrer la voie, montrer le chemin et puis pousser les équipes à se réaliser. Défensif ou offensif? Offensif, clairement. Hein. Offensif, il faut y aller. Être défensif, c'est commencer à perdre. Hein. Donc dans la période actuelle, ok, c'est pas facile, je suis d'accord, hein, c'est une période où on a de quoi s'amuser. Les challenges sont nombreux, mais du coup, il faut y aller. Et du coup, position de conquête, ouais. Je pense que... Alors Sébastien, c'est déjà la fin de cette big interview, c'est passé hyper vite. On voulait vous laisser un peu de temps pour continuer à délivrer un message, votre message. Voilà, vous avez pas mal de monde de l'industrie immobilière qui est réuni aujourd'hui. Quel est un peu le message et la note sur laquelle vous souhaitez conclure votre big interview? On est une filière qui s'est découverte un peu, hein, et le travail qui a été fait là de montrer le poids économique de notre filière, je l'ai trouvé vraiment très marquant sur ces dernières années là. Donc on a un poids économique, y compris au niveau de la France, hein, au niveau de la trajectoire de la France. Et il me semble du coup on a une responsabilité. On a un devoir de montrer le chemin, un devoir d'optimisme en tant que dirigeant. Et je pense qu'il y a aussi la question du cercle vertueux ou du cercle vicieux.
Si on se raconte que ça va pas bien, ben ça va pas bien. Si on se raconte qu'il y a des solutions, on va de l'avant. Et donc, je crois que notre responsabilité, clairement, c'est de délivrer ce message. Et certains parlent de prophétie autoréalisatrice, hein, quand moi j'y crois. Alors bon, moi je suis un adepte du verre à moitié plein, comme vous avez pu le constater, hein. Et donc je crois que collectivement, on a cet enjeu en fait. Et cet enjeu, on l'a pour notre performance, on l'a pour notre image. Et je crois qu'on a une image qui mériterait d'être redorée un peu pour nos concitoyens. Et on fait des métiers qui sont passionnants, qui sont hyper excitants. La période actuelle, elle est géniale. Il se passe tellement de choses, on a tellement de choses à faire. Et donc, il faut qu'on embarque des nouvelles générations de gens qui travaillent à nos côtés. Et donc, c'est notre responsabilité de montrer notre meilleur profil, de montrer des solutions. Et plutôt que de se lamenter, de se demander à l'État s'il ne peut pas nous aider. Il fera ce qu'il peut, mais il a son rôle, on a le nôtre. Donc, ce serait ça mon message. Il faut aller de l'avant avec le sourire. Merci beaucoup. Merci Bravo. Sébastien. Merci.